Donc merci pour l'invitation. En tout cas, je suis assez touché qu'on s'intéresse comme ça à notre travail, mon travail, voilà, de manière, euh, de manière assez précise, et notamment dans le cadre de ce cycle de conférences avec des invités, j'ai vu plutôt prestigieux, donc merci. Et puis dans l'école de Lille, que je connais finalement assez bien maintenant, puisque j'ai participé au concours avec l'agence BAST cette année pour la rénovation de l'école. Donc je me suis penché sur la question du bâtiment Elder, en tout cas cette année. Et donc j'y reviens avec intérêt. Alors j'ai fait le choix de ne pas vous parler de ce projet-là ce soir exprès, parce que voilà, c'était pas forcément le thème, même si ça aurait pu être intéressant, je l'ai présenté récemment. J'ai été interrogé sur la question de l'outil. Alors c'est peut-être assez. Je vais essayer d'élargir aussi cette question de l'outil et pas et plutôt d'aller à travers une sélection de projets que j'ai fait et quelques positions que je vais exprimer, vous montrer comment la question de l'outil elle est pas elle n'est pas systématique. Il y a pas mal d'outils qu'on manipule et à l'agence et aussi à l'école. J'aurai quelques liens, quelques ponts sur lesquels on travaille aussi dans ces deux sphères. Et puis, j'essaierai de montrer comment les outils, en fait, ils posent à chaque fois, enfin, ils sont utilisés à chaque fois sur une question précise de projet, d'architecture ou de construction. Et puis, ils ne se résument pas alors qu'au dessin et à la maquette. Il y en a plein d'autres. Il y a la question de la photo, la question du relevé, la question de la narration, la question du relevé de l'existant, etc., de la photo. Donc je vais essayer de parler de tout ça à travers les projets. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la question du dessin. Je pense que vous avez des très bons enseignants là-dessus. Mais plutôt comment on s'en sert. Donc j'ai intitulé ça facture ordinaire. C'est quelque chose que je cultive. La question de la facture au sens dual de la question économique et la question de la fabrication. Et puis d'une certaine manière la question esthétique. Et puis la question ordinaire, c'est assez vaste puisque ça va de la question de l'attrait des territoires sur lesquels on a été amené à travailler et on essaye de cultiver une approche aussi assez savante sur ces territoires, puisque c'est des territoires aussi qu'on connaît personnellement. Et puis c'est en lien avec la question de nouvelles richesses. On est assez convaincu, enfin je suis assez convaincu que c'est des territoires aussi qui offrent un champ d'opportunités pour la question de l'architecture au sens large, d'invention et d'expression. Donc voilà, si on commence à parler de la question de l'outil, nous effectivement l'approche sur des territoires ordinaires divers et variés, on l'a fait aussi par c'est pas très original, une espèce de catalogue de photos comme ça que je prends sur des architectures qui peuplent des territoires, souvent à distance des métropoles, qui sont souvent des architectures qui parlent de relations avec des sites, à la fois en termes constructifs, à la fois en termes spatiaux, et aussi qui parlent de relations avec l'existant. Donc on voit des choses appuyées sur des murs, des sols aménagés, des formes de bâtiments préexistants. Et donc on cultive une sorte de travail un petit peu iconographique qui n'est pas destiné à être publié. Enfin voilà, on n'a pas. Voilà, c'est un travail tout à fait amateur, avec les moyens du bord. Des fois, c'est des photos de smartphone, etc. Il n'y a pas de protocole photographique particulier. Mais l'idée, c'est en parallèle de cultiver voilà, des références et de convoquer des références savantes, de convoquer aussi des références plus ordinaires. Donc ça passe par la question de la photo. La question de l'ordinaire, c'est aussi en lien avec, avec les objets sur lesquels on travaille avec les étudiants dans le master transformation à Marne-la-Vallée, à l'école d'architecture et de la ville des territoires de Marne-la-Vallée. Le master s'occupe de travailler à la définition ou en tout cas d'une architecture qui serait en lien avec un monde qu'on définirait par fini. Un monde fini, comment on peut
travailler à partir de ce stock de construction, de sites, souvent à l'abandon, souvent en déshérence, souvent avec une épaisseur historique intéressante, ou en tout cas importante, et comment les étudiants travaillent avec cette matière, pas au sens patrimonial forcément de la chose, mais plutôt à convoquer ces existences et formes, plutôt pour inventer une sorte d'architecture qui est de la transformation. Donc, quelle est la valeur d'une architecture de la transformation et de la raréfaction des ressources et de la question de l'intervalle entre de l'existant et des interventions neuves. Est-ce que ça permet de créer des formes, créer des climats, créer des lieux spécifiques à une intervention sur la transformation? Je pense qu'il y a des sujets comme ça ici qui sont cousins. Et donc voilà, on travaille aussi avec un certain nombre d'outils que vous voyez, qui sont des outils je dirais de modélisation, donc de maquettes, de photos, de production d'un certain nombre de dessins qui sont hybrides entre des maquettes, des dessins, etc., de collage. Voilà, et donc d'ailleurs on travaille avec, je peux le dire, là, avec, à l'invitation de Jean-Louis Magnac, là, qui est aussi architecte conseil de l'État, que je connais par ailleurs. Et donc on travaille chaque année sur des territoires à distance de Paris, où on a pendant les 4 semestres du master un lieu d'étude défini. Donc là on travaille dans Lyon, à l'invitation de Jean-Louis Magnac, et donc les étudiants ont travaillé sur des bourgs en puisait, voilà, avec des problématiques un peu comme au Quesnoy où vous travaillez là. Il y a des bâtiments qui sont abandonnés, il y a des choses à réparer. Comment on se saisit en tant qu'architecte de ces questions-là de transformation? Alors, je fais une première partie qui essaye de caractériser un petit peu une approche en 3 parties de notre travail. J'avais été interrogé dans une autre conférence sur la question de la beauté. C'était le sujet à Clermont-Ferrand. Et donc, j'avais un peu réfléchi à cette question de la beauté et de l'esthétique avec ces deux entrées. Une entrée qui est celle de Caro Saint-John, qui aurait plutôt tendance à caractériser une sorte d'imperfection de l'objet et qui lui rend une beauté spécifique, en tout cas étrange. Et puis à l'inverse, la phrase de Gainsbourg que j'aime beaucoup, qui dit que effectivement la question de la beauté, elle renvoie à la question du temps et à la question que j'entends, si on creuse un peu, de la nouveauté perpétuelle, l'actualisation, enfin voilà, l'actualisation des formes, la question de la technologie aussi, qui est tout le temps, qui a servi une partie de l'architecture à se conformer à une nouveauté perpétuelle. Et donc ça m'intéresse aussi, et vous verrez après, sur les questions techniques, en fait, qu'elles reviennent plutôt dans le giron de l'architecte et de l'architecture, des dispositifs architecturaux, plutôt que de nos partenaires techniciens. Et donc en réfléchissant à cette question de qu'est-ce qui pourrait définir la beauté, ou en tout cas l'architecture qu'on produit, elle a 3 aspects. Il y a la question de la présence. Donc là j'ai fait une série de photos, c'est juste des photos de bâtiments qui ont été réalisées en partie effectivement tout seul et en partie avec Émilien Robin dans cette première partie. Et la question de la présence, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect formel, c'est-à-dire que la question de la forme et l'identification de la forme des objets construits signale quelque chose, en tout cas convoque l'archétype de la grange, l'archétype de la halle sur ce projet-là. Et puis la question de la présence, elle est aussi matérielle, sur la question des détails, la question de la construction, la question de l'usage, on le verra, de matériaux extrêmement standards, extrêmement pauvres, extrêmement communs. Et puis la question de la présence est
convoque aussi la question de l'attitude des constructions par rapport à un existant, un espace public, qui serait, en tout cas, qui accompagnerait les constructions qu'on produit. En tout cas, le soin qu'on y apporte, c'est de toujours se positionner à créer un vide, un espace, un seuil avec l'existant ou avec un espace public ou un espace privé, etc. Donc on le voit sur ces différents projets. Là, on le voit plus sur la question du signe. C'est un projet à Rennes où, effectivement, il y avait une sorte de... Sur ce concours qui est en plein centre de Rennes, là, on est en PSMV de Rennes, je ne sais pas s'il y en a qui sont de Rennes ici, Place Saint-Germain, on est sur la nouvelle station de métro. Et en fait, il y avait une injonction de bâtiments extrêmement visibles, extrêmement... qui signalaient la transformation de la place, l'arrivée du métro, etc. Et nous, on a plutôt choisi le parti inverse, de se dire que ce bâtiment-là, il doit être un petit peu anonyme dans ce quai, voilà, entre ces bâtiments de la reconstruction et quelques bâtiments de rapport. Et donc, il est assez simple. Composition tripartite de la façade, toit en pente, cour, fenêtres, ordonnancement régulier de fenêtres. Présence de cheminée sur le toit, mais en fait, quand on regarde le bâtiment en détail, en fait, il convoque une série d'écarts par rapport à ce qui serait une construction traditionnelle ou un ordonnancement ou une taille de fenêtre qui fait qu'il propose une qualité d'habiter qui est spécifique et contemporaine. Le bâtiment de Neuvecelle, la question de la présence, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la question de l'amorce d'un espace public en lien avec le paysage incroyable du lac Léman. Donc là, vous êtes face au lac Léman à Évian, face à Lausanne. Et effectivement, la question de la relation des bâtiments entre eux et l'interface entre l'espace public et le lac, en fait, est un des fondements du projet. Et cette fragmentation du programme a permis ces choses-là. Cet autre projet... cette question du type de grange, de halle, en fait, elle a permis voilà, une sorte d'appropriation de l'architecture contemporaine dans le paysage et par les habitants. Et d'un autre côté, sa position a permis, tout ce travail de position a permis d'urbaniser une partie du bourg, de terminer l'urbanisation, d'aliéner la vue qu'on a à l'ouest, à gauche de l'image, face à la forêt, enfin voilà, plein de dispositifs comme ça qui accompagnent le bâtiment et sa présence aussi physique dans le bourg. Et puis la question matérielle, on le voit bien, là on s'extrait de la question des formes qui sont répétées par rapport à des archétypes présents. Sur ce projet-là, qui est aussi une petite salle d'effet, donc c'est le même programme que le projet d'avant, la question de la présence était plutôt caractérisé par un registre de murs qui se déployait, qui sont des enduits voilà, minéraux, de moellons enduits, plus que la question du toit et de la forme de l'archétype de ce que serait un bâtiment agricole ou une grange ou un hangar. Sur ce projet-là, la question de la présence, on l'avait convoquée aussi sur presque une couleur, c'est-à-dire que un des défis de ce projet-là, au-delà du fait de s'inscrire dans un site extrêmement sensible, dans la forêt de Rambouillet, qui était classée par l'ONF, et de la jonction et du travail programmatique entre un logement de gardien, des ateliers, puis le clubhouse de tennis, c'était de se dire que ce grand bâtiment au bord en lisière de forêt, il devait entretenir un rapport matériel assez fort, au-delà du fait que le bâtiment est construit en bois, avec les teintes de sous-bois et vraiment presque, pas disparaître, je ne vais pas dire ça, ce serait trompeur, mais en tout cas dialoguer par sa teinte, et le bâtiment est entièrement noir, et par sa teinte dialoguer avec le sous-bois et les écorces des arbres. Qu'est-ce qui pourrait définir aussi notre travail, c'est la production, enfin en tout cas, qui pourrait le différencier d'archétypes vernaculaires, ce serait de proposer des climats au sens large dans les bâtiments et à proximité des bâtiments qu'on produit ou des espaces qu'on produit.
à chaque fois, on a essayé dans les bâtiments d'aller au-delà de ce qui nous était demandé dans la question de la résolution du programme, du caractère fonctionnel d'un équipement. C'était de se poser la question de comment le bâtiment, si en tout cas il doit avoir un dialogue contemporain entre son architecture et ce que serait un environnement climatique, à la fois pour des questions énergétiques tout simplement, ou des questions d'usage du bâtiment. Si la question de la limite entre l'intérieur et l'extérieur, elle devient effectivement tout à fait essentielle. Et donc, vous verrez dans tous ces projets qui ont des formes un petit peu simples, avec des toits à deux pentes, avec des constructions assez simples, avec des portées limitées, avec des systèmes constructifs un peu rudimentaires de maçonnerie, de charpente de bois. À chaque fois, on essaye de trouver un moyen de justement parler de la question climatique au travers des bâtiments et au travers de la définition de son enveloppe ou de ses façades. Donc on le voit, voilà ce que je disais tout à l'heure, ce projet-là, c'est la salle que certains vont aller visiter fin mars. L'idée de cette façade toute vitrée, qui a été une longue discussion avec nos clients, c'est de se dire que cette prairie et cette forêt, ou en tout cas l'orée de la forêt, ça faisait partie cet intervalle, ça faisait partie du projet en tant que tel. Et puis c'était l'idée qu'on avait derrière la tête, même si on ne l'a jamais énoncé comme ça à nos clients, c'était d'aliéner la vue. C'est-à-dire que jamais maintenant viendrait à l'idée de bâtir un pavillon ou une petite urbanisation à cet endroit-là de la part des clients. La question du climat, elle nous intéresse aussi sur et on le verra dans deux projets liés à des équipements scolaires, c'est un petit peu lutter, je dirais, je ne veux pas faire l'architecte héroïque, mais lutter un petit peu contre le caractère un peu préconçu, un petit peu conservateur de ce qui est lié à la question de l'enfance, à la question des lieux d'enseignement. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les questions de sécurité, les questions d'intimité, les questions de parce que c'est en rapport avec les enfants, il faut absolument être protecteur, etc. Et justement, dans les bâtiments qui sont liés, en tout cas spécifiquement aux questions d'enfance, où ici c'est une crèche de petite enfance, on s'attache à proposer des dispositifs qui mettent les enfants, ou en tout cas les enfants ou les adolescents dans des relations avec le climat au sens large, qui n'est pas simplement la lumière, mais qui est plutôt dans un dispositif où la limite entre l'intérieur et l'extérieur elle devient plus floue, où on peut avoir des usages tempérés ou pas dans le bâtiment, où quand il pleut, on voit l'eau sur la façade. Enfin voilà, c'est des choses assez simples, hein, mais qui ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre, puisqu'il y a effectivement, quand on se pose la question d'une fenêtre, et de sa taille et de sa dimension, il y a effectivement des injonctions énormes. Il y a une grosse pression sur les fenêtres en termes d'intimité, en termes de sécurité, en termes de coûts, en termes de je sais pas quoi, de lumière, de bureau d'études, de machin. Et en fait, dès qu'on veut faire des choses un petit peu généreuses, un petit peu exceptionnelles, on a beaucoup d'injonctions qui vont dans le sens opposé à ça. Et moi, je suis assez convaincu que c'est ça qui fait que le bâtiment il devient un petit peu incroyable pour ses usagers. Vous voyez, là, c'est le gymnase face au lac Léman. Donc, en fait, tout pousserait à ne pas ouvrir façade nord à gauche, puisque c'est la façade nord, il n'y a pas d'apport solaire, puisque ça coûte cher, parce que c'est tout vitré, sauf qu'il y a le lac Léman. Et donc, la question de la relation du bâtiment à son paysage, elle devient essentielle quand on se pose la question de bâtir ici sur la rive sud du lac, donc avec les façades nord qui doivent être vitrées. Cette question-là, on l'aborde aussi dans le logement, c'est-à-dire que la question de la fenêtre, plus précisément, et des climats, elle interroge
la question de l'intimité, la question de la domesticité, la question des réflexes des bailleurs, la question du coût, etc. La question de même comment on fabrique ces fenêtres. Donc là, dans ce projet-là, on a eu l'opportunité de travailler assez en profondeur sur cette question-là, puisqu'on était à la fois sur un bâtiment qui n'avait pas d'espace extérieur, il y avait pas de, voilà, le bâtiment remplissait la parcelle, c'est le bâtiment que je montrais tout à l'heure à Rennes, et on était dans le PSMV, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rennes, donc on était en direct avec l'ABF pour faire des choix que le bailleur après devait un petit peu valider. Et donc on a pu aller assez loin en profondeur dans cette définition d'un bâtiment assez compact, très urbain, très visible, dans le centre de Rennes, avec des appartements sociaux, où la question de la fenêtre, en fait, devenait le cadrage sur l'église, le cadrage sur le canal à gauche, la question de l'intimité, la question de la fabrication, de la facture de ces fenêtres-là, qui devenaient en fait des sortes de grandes baies qui permettaient d'ouvrir le séjour et de profiter d'une sorte d'extérieur à l'intérieur. Puisqu'il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de loggia dans ces appartements-là, et donc l'enjeu de la dimension de la fenêtre et de sa fabrication devenait extrêmement importante. Là, c'était le même sujet, sur un périscolaire, où on ouvrait sur la vallée de la Seine. La question de la dimension et du rapport intérieur-extérieur de ces lieux, assez simple, hein, c'est le périscolaire, c'est le restaurant scolaire, devenait, on voit à droite le jardin, là, primordiaux. Et puis ça, c'est un projet, alors je le mets parce que c'est intéressant, c'est un projet sur lequel j'ai bossé en tant que chef de projet pour Armand Nouvet pendant 7 ans, donc 2007-2013, 6 ans plus précisément, à Paris, rue des Orteaux, où la question climatique était vraiment poussée, en tout cas ça a été une recherche assez fondamentale pour moi quand j'étais jeune archi, sur le développement de ce projet, en se disant que la question climatique, ou en tout cas les injonctions d'économie d'énergie, de rapport au climat en termes de chaud, froid, etc., devenait un sujet d'architecture et devenait quelque chose qui n'était pas forcément... Enfin, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'on peut répondre à ces demandes ou à ces besoins, évidemment nécessaires, par des dispositifs uniquement architecturaux. C'est-à-dire soit on fait un bâtiment normal et on l'équipe de technologie, soit on se pose la question de son architecture en tant que telle, de la capacité de sa façade à récupérer la chaleur, de son épaisseur habitable, de l'isolation de la façade en tant que telle comme dispositif habitable. Donc toutes ces recherches ont été menées à travers ce projet qui proposait une approche bioclimatique assez proche des recherches des années 70, plus que des injonctions normatives type RT 2012, etc. Sur la question du logement en plus. Une des troisièmes positions qui je pense, caractérise notre travail, c'est de se poser la question j'appelle une construction critique, sous deux aspects, c'est-à-dire une reconquête de compétences. C'est-à-dire, voilà, on a commencé par ces petits projets de camping à 150 000 €. Et donc, pour faire ces projets-là, on a dû tout faire. Et donc, pour tout faire, il a fallu faire l'ingénieur, il a fallu faire l'économiste, il a fallu faire l'architecte, il a fallu faire l'AMO, il a fallu faire, je ne sais pas quoi, le fluide, l'électricien, enfin bref, il a fallu tout faire, l'OPC. Et donc, par d'une certaine manière, cette envie de faire assez précoce, en fait, on a dû inventer notre pratique et reconquérir un certain nombre de compétences qui, je pense, ont permis de travailler sur des dispositifs assez spécifiques, comme on le voit ici, en termes de dessin, en termes d'architecture, mais en termes de fabrication aussi, et puis qui ont permis de former une sorte de culture d'agence aussi et de développement constructif assez spécifique qui est lié à une économie de moyens, c'est-à-dire que si on veut faire une architecture intéressante avec peu de moyens, il faut avoir un peu d'ingéniosité en termes de construction, de répartition de l'économie, d'aller chercher un esthétique de la rareté, de peu de matière. Et donc ces questions-là, on se les est posées à travers ces projets, qui sont des projets qui coûtent entre 1 200 € du mètre carré et 1 500 €,
qui sont faits avec des artisans du coin et avec les ressources disponibles. On n'est pas les architectes les plus vertueux en termes de bilan carbone, de matériaux hyper biosourcés, en paille, terre, je sais pas quoi. Même si ça nous intéresse, c'est juste qu'on n'a jamais l'argent pour le faire. Ni les ressources dans les territoires dans lesquels on a travaillé, notamment ici dans la Sarthe, donc à l'ouest de Paris, entre la Bretagne et le bassin parisien. En fait, on a un tissu d'entreprises qui sont assez nombreuses, mais c'est des petits artisans qui font un peu du bricolage. Soit il y a des entreprises de BTP importantes, soit après c'est de l'artisan un peu classique, sans ressources, en tout cas liées au territoire particulière. Pas vraiment d'exploitation de bois, pas de ressources de pierre, de carrière, etc. Et donc en fait, le travail qu'on a mené pendant une quinzaine d'années, c'est de construire avec ce qui est le plus facilement disponible, quoi. C'est le catalogue .p, c'est ce qu'il y a en stock, voilà. Donc, le travail qu'on a essayé de mener, c'est de trouver une expression et des modes constructifs avec des budgets restreints et des matériaux extrêmement simples. Et l'idée, c'était une des idées en tout cas, et on le verra à travers les exemples que je vais développer, c'était de trouver, j'expliquais tout à l'heure à vos collègues de mémoire, c'était de trouver à chaque fois des raisons presque rationnelles d'utiliser ces matériaux-là sous différents aspects. C'est-à-dire que le mur, il doit être un élément à double, voire triple fonction, c'est-à-dire que c'est le mur structurel, c'est le parement, c'est la séparation. Voilà. Donc, chaque élément, en fait, à la manière dont l'énonce Venturi, c'est des éléments à double fonction. C'est-à-dire que voilà, c'est un mur, mais c'est une cloison, mais ça porte, mais c'est esthétique. Mais il y a des gaines qui passent dedans. Enfin bref, voilà. Il y a une sorte de travail un petit peu sur définir à minima les questions constructives pour des questions de budget, d'économie de matière, d'économie de moyens, mais de se dire que ce n'est pas l'esthétique de la pauvreté, c'est une esthétique spécifique. Et donc on le voit bien dans ces images-là qui sont assez intéressantes, je trouve, c'est qu'on arrive aussi, avec cette reconquête de compétences dont je parlais, d'économie, c'est de se dire qu'on fait une sorte de dosage aussi entre les éléments du projet. Qu'est-ce qui est fondamental dans ce projet? C'est que le bâtiment il soit tout vitré façade ouest, avec des menuiseries qualitatives, etc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire avec le même niveau de prestation. C'est-à-dire que le bâtiment, il a une sorte... Il n'a pas un prix moyen, vous voyez. Je ne sais pas si j'illustre bien la chose. Il a des points d'intention extrêmement forts sur la façade ouest qui coûte 600 € du mètre carré. Et le reste, c'est des choses beaucoup plus simples qu'on essaye de justement d'anoblir parce que on affirme la question constructive, comme je disais, à plusieurs fonctions. Ce travail, on l'a mené aussi à l'échelle du mobilier. J'aime bien en parler parce que ce travail-là, on a pu le mener, et on le verra dans l'école de Guessela après, c'est-à-dire que cette compétence de dessin et de prescription qu'on mène à l'agence. Donc quand je dis qu'on a récupéré la compétence d'économie de la construction, c'est qu'on fait l'économie, donc on fait des tableaux Excel, et puis on fait la description, la prescription. C'est-à-dire qu'on fait les CCTP, on les rédige, on fait les articles. C'est des choses qu'on cultive depuis une dizaine d'années, donc c'est des choses qui sont maturées, qui sont remis qui sont aussi critiquées, et tout ça, à chaque fois qu'on produit un chantier, on revient dessus, mais qui ont permis, notamment dans ce projet-là, d'aller assez loin dans la prescription d'une architecture mobilière qui va justement battre en brèche l'idée qu'on équipe une crèche avec une sorte de catalogue de mobilier de collectivité, etc. Donc on a réussi à emmener un certain nombre de maîtres d'ouvrage dans cette question de détail, de construction, de mobilier qui accompagne l'architecture et l'usage des lieux qu'elles accompagnent.
cette question constructive et de détail qu'on a vu à l'intérieur ici, on s'en saisit aussi et ça revient à le premier chapitre sur la question de la présence, c'est-à-dire que les bâtiments, ils sont construits, je le disais, avec des choses ultra simples. Vous voyez à gauche, mur en béton banché, mur rideau Tecnal, tôle ondulée aluforme, tôle galva qui sort. Enfin voilà, c'est des choses extrêmement simples. Tout le travail qu'on essaye de mener, c'est justement la question de l'assemblage, parce que quand vous avez réduit la question constructive à une sorte d'essence, de minimum nécessaire, sans se poser la question de dire on fait une structure et puis on la double à l'extérieur, on la double à l'intérieur, et on rajoute un certain nombre de matières pour capoter le bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur. Quand on arrive à une sorte d'essentialité de la construction, comment on l'assemble, comment on évite le surcapotage, etc. Donc ça, c'est tout le travail qu'on mène sur la question du dessin, le dessin des détails, le dessin des angles, le dessin des raccords entre le toit et la façade, le dessin du chemin de l'eau sur la façade. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on essaye de mener assez loin, qui allie en gros la question de la prescription des matériaux, c'est-à-dire que là, la façade, elle coûte 500 € ou 400 € du mètre carré, donc on sait qu'on peut faire ceci, cela. La tôle ondulée, elle coûte 25 € ou 30 €. Enfin voilà, on sait aussi quand on dessine et quand on se pose la question du détail que au-delà de l'effet du miroir de la façade, on sait aussi qu'on convoque une prescription économique. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on aime bien faire et qui permet justement de se poser la question de ces détails. J'aime bien dire aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'en fait nos bâtiments, ils ne sont pas du tout expérimentaux au sens normatif. C'est des bâtiments qui sont conformes au DTU, il n'y a pas de fuite, c'est bien réalisé, c'est pas compliqué pour les entreprises. Je ne fais pas de la rhétorique comme ça, c'est vraiment, enfin, on se pose dans un travail qui est dans le cadre, on va dire, même si la question de la norme, elle nous questionne, la norme, les injonctions climatiques, technologiques, etc. au bâtiment, la question constructive, en fait, elle est assez intéressante. Enfin, il y a quand même un champ assez vaste dans la question constructive, dans la norme constructive actuelle et des savoir-faire des entreprises, pour y trouver quand même des choses intéressantes. Donc ces deux bâtiments-là, ouais, ils sont DTU, quoi. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de combat extrêmement héroïque face à un bureau de contrôle pour faire un truc impossible qui va fuir après. Alors j'ai des confrères qui me diraient, Léonard Lassagne de Data, il me dirait si ça fuit pas, c'est que tu n'as pas pris de risque, quoi. Mais bon, on peut débattre assez longtemps de ça. Voilà, donc ça c'était une petite introduction, peut-être un peu longue, mais qui pose un peu les choses. J'ai choisi de vous proposer, de vous présenter 4 projets. Et donc là, effectivement, on revient, je ne pensais pas que Mathieu allait reparler de ça, mais on revient à la question de nouvelle richesse, qui est assez fondatrice comme expérience et collective avec mes collègues du collectif AJAP et effectivement, et aussi avec toutes les rencontres qu'on a pu faire dans le cadre de l'élaboration de ce pavillon. Donc je ne sais pas quelle connaissance effectivement vous avez de cet épisode, mais je vous invite, comme Mathieu l'a fait, à reconsulter le livre qui est effectivement d'actualité et qui, à mon avis, a permis d'engager un certain nombre d'architectes, en tout cas c'est les retours qu'on a eus, dans des démarches un petit peu plus radicales ou plus engagées. Donc c'était une exposition qui était à Venise, qui s'appelait Nouvelle Richesse, et qui proposait un travail, je dirais pas de recherche, mais une sorte de recension de ce qui se fait sur les territoires français à distance des métropoles. Enfin voilà, c'était le postulat du commissariat. Tiens, vous reconnaissez peut-être Damien Anthony là, qui est devant, que vous avez comme prof, juste à droite. Et donc à travers cette recension, voilà, cette espèce d'atlas comme ça qu'on a formé, on a fait un travail de recension. Donc on a fait une édition de contenu exclusif pour l'expo.
C'était pas les dessins des archis qui nous arrivaient et qu'on remettait en page. L'idée, c'était de faire une production et d'aller à la rencontre des gens qui fabriquent ces bâtiments dans ces territoires. Et donc, on avait plusieurs thématiques dans le pavillon, plusieurs angles d'attaque sur la question de la lecture de ces ouvrages-là. Donc, il y avait production de photos, de contenus originaux, donc de textes, de dessins, etc. Et la question du dessin apparaissait spécifiquement chez nous dans la salle qu'on avait appelée savoir-faire, entre guillemets, où l'idée c'était de rentrer sous une thématique constructive dans l'émergence de bâtiments, ou en tout cas d'architectes engagés dans des questions d'alternatives constructives. Donc voilà, on a quelques exemples ici. Claude Valentin à Tendon, Baudouin dans les Charentes, Quinton en Normandie, Harari aussi sur la question de bois, Herrera et d'Acosta dans le fond, enfin bref, des architectes qui se posaient la question de la construction sur différents aspects. Et donc le parti pris de l'expo, c'était de faire des sortes de protos comme ça, vous voyez, de voir comment on fabriquait ces choses-là avec des maquettes et puis des protos. Échelle 1, et ce que vous voyez peut-être très mal, c'est cette grande dessin là, cette grande fresque qui faisait tout le tour du pavillon, enfin de cette salle du pavillon, qui était l'expression de comment ces bâtiments, de par leur construction, résonnent avec la question du territoire. Donc il y avait l'idée d'entrelacement des échelles, en se disant que le dessin parle à la fois de la construction et d'une alternative constructive en hêtre ou en pierre banchée, etc., mais en lien avec un paysage, un territoire, un sol. Et donc on s'est chargé, nous, à l'époque Bois de Robin, de bâtir cette fresque de 32 mètres par 3 mètres de haut, entièrement dessinée à la main et à l'ordi, on va dire imprimée sur le mur. Donc c'est un truc qui n'est visible que quand on y était. Enfin, c'est un truc pas reproductible. Je ne sais pas si Mathieu tu l'avais vu, ou Véronique, ou d'autres. Et donc cette question-là nous intéressait beaucoup, la question de la représentation de l'architecture dans son territoire et en lien avec son paysage et son sol. Donc là on avait un extrait sur le mur. Et donc je reviens un peu en arrière sur la question du dessin. Pourquoi on a produit ces dessins-là? C'est un truc qu'on cultivait à l'agence à l'époque, sous deux chemins un petit peu parallèles. La question je disais tout à l'heure, de comment on fabrique des bâtiments, comment ils sont faits, comment ils sont assemblés, d'où viennent les matériaux, la question de la construction, la question aussi du savoir-faire des entreprises, etc., avec qui on travaille. Justement à l'opposé d'une sorte de dessin, d'une architecture qui serait vaporeuse ou qui serait entièrement faite de béton armé et qui n'exprimerait pas les forces et puis les assemblages. Donc on a toujours été intéressé par ces questions-là et par la question de la représentation, avec des livres qu'on avait quand on était enfant, de questions d'exploration, de bâtiments par la représentation, mais qui à la fois expriment un tout. Vous voyez, on comprend que c'est un hélicoptère, et d'un autre côté, on comprend l'usage, et on comprend un peu ce qu'il y a sous le capot, quoi. Donc ces représentations-là, c'est des choses qu'on cultive pas mal avec Émilien. La question de l'assemblage, la question de la notice, vous voyez, ça c'est des dessins de Morphosis des années 70. Ça pourrait être aussi une notice IKEA aujourd'hui, vous voyez, mais où chaque élément est identifié, identifiable, nomenclaturé, on sait le nombre de choses qu'on a, la question de l'objet démonté, ça nous intéresse. La question de la réparabilité aussi de ces ouvrages-là pose la question de leur représentation. Et puis, quand on a été étudiant, il y a ce livre-là qui est sorti. Vous connaissez tous, j'imagine que vous avez tous dans vos bibliothèques les 2 volumes obligatoires. C'est le Graphique Anatomie de l'atelier Boho, qui en fait faisait une sorte de synthèse de nos intérêts sur la question de la construction, la question du détail constructif japonais, qui sont toujours assez curieux, assez intéressants pour nous avec nos normes. Et puis, ce qui était intéressant avec Boho, c'est la question de l'usage, la question du climat et la question des formes liées à la production de cette architecture japonaise qui est quand même à distance avec ce qu'on voit habituellement des bâtiments de Sejima, tout blancs, construits pour des
grands donneurs d'ordre. Là, on avait une architecture domestique qui parlait de l'usage, du confort, du climat et de la construction. Et évidemment, ces représentations, c'était la synthèse entre ce qu'on aimait avant, ce qu'on savait faire, dessin à la main, et évidemment une sorte de perfection de la représentation et du graphisme incroyable. Donc on a fait ces dessins-là. On a copié, hein. On a copié les dessins avec ce qu'on savait faire à la main. On a fait des dessins qui parlaient effectivement des usages, des constructions, des dessins des personnages, de la vie dedans, du rapport au sol, du rapport au ciel, du rapport au paysage. Donc on a toute une collection de dessins qui ont accompagné les projets. C'est pas comme Boho, justement, c'est pas des dessins qui ont été faits pour faire une expo ou faire un livre. C'est des dessins qui ont servi le projet. Donc on a construit comme ça un certain nombre de dessins qui sont ces fameuses coupes perspectives où on voit le détail, l'espace et la relation au proche et au lointain du paysage. Vous voyez, ça c'est l'école d'archi, je vous l'ai mis, le patio. Donc c'est des choses qu'on utilise encore. Et puis c'est quelque chose qu'on fait, que je fais faire, ou en tout cas on travaille à partir de ces représentations-là, avec les étudiants. Donc ça c'est quelques petites expérimentations des étudiants de Marne, donc en PFE souvent, où il y en a qui approchent la question climatique à travers ces dessins-là. Il y en a qui approchent la question purement constructive, de transformation, avec le code rouge, noir, jaune. Et puis il y en a qui approchent plus une question d'ambiance avec ces dessins-là, qui sont faits à partir de maquettes, qui sont ramenés dans un dessin 2D. Donc il y a effectivement une demande sur la question de la production d'une image hybride comme ça entre dessin technique et espace et ambiance, ou technique. Et donc les étudiants se construisent aussi ce travail-là à l'école. Je reviens à Venise. En fait, ça c'est les dessins qu'on a produits dans le cadre de Venise. Donc je ne vais pas vous expliquer comment c'est fait exactement. C'est des dessins qui sont faits à la main à partir des trucs des archis, etc. Enfin bref, il y a du redessin, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, je vous montre quelques exemples si vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Il y a des petites reproductions dans le livre, mais qui sont petites. Voilà. Ça, c'est Yann de Wilder qui regarde de près. T'es assez fier. En même temps qu'on faisait cette biennale, qu'on la préparait, en fait, on a été sélectionné sur le concours de Neufcelles, là, que vous allez visiter. Et donc, en fait, ça s'est développé un peu en même temps, avec les mêmes équipes et avec les mêmes outils. Donc ça, c'est l'agence, à l'époque. Et donc, on faisait ce concours. En même temps, je vous disais qu'on faisait cette fresque gigantesque et qu'on était en plein dans Nouvelle Richesse et qu'on travaillait avec des collègues du commissariat de PNG sur ces questions de Nouvelle Richesse. Donc on a fait ce concours au même moment, avec la même équipe, je répète un peu. Et donc on s'est lancé, comme je disais tout à l'heure, comme on n'avait jamais travaillé avec eux, sur ce concours où on était complètement inattendu, à développer un projet qui était 10 fois plus grand que tous ceux qu'on avait fait avant. Enfin bref, avec des archis avec qui on n'a jamais travaillé, mais avec qui on partageait des éléments liés à la question d'une architecture spécifique dans le territoire, à une question de l'image des équipements publics, à la question aussi d'une architecture liée aux scolaires et aux enfants. Et donc on a commencé à travailler aussi avec eux. On s'est dit, pour éviter les questions d'ego, vous savez, quand on travaillait avec des confrères, c'est pas toujours évident, on a mis des outils en commun et eux et nous, on maîtrisait le dessin à la main. Et on a proposé, comme une sorte de protocole commun, de faire des dessins à la main pour le rendu du concours, les plans, les coupes perspectives et les perspectives à la main. Donc là, c'est des extraits liés à la question de la coupe perspective. Et donc on a produit ces documents-là aussi pour parler de la question de la relation de ce projet à son territoire très fort. Vous avez vu la photo, peut-être que vous avez déjà vu des publications. Le lac Léman, la pente, le sous-sol qui sont les sources d'évian, de l'eau de source, quoi. On est sur la zone, on n'est pas tout à fait sur la zone de captage, mais très proche. Et la question qui était assez bien formulée par le maître d'ouvrage, d'avoir un projet qui n'est pas simplement scolaire, qui est un projet dans ce quartier, ou en tout cas cette ville qui est pavillonnaire, c'est
vous avez peut-être vu la photo avant, pardon. Voilà, ça c'est le coteau derrière Évian qui va jusqu'au plateau là, dans le Chablais, plateau du Chablais. Et donc on n'a pas de centralité, il n'y a pas de traces historiques nucléaires de villages, etc. Donc on est sur une sorte d'extension urbaine assez chic, hein, vous le verrez quand vous visiterez, d'extension urbaine d'Évian qui est liée surtout à la proximité avec la Suisse et notamment les gens qui travaillent, les frontaliers qui travaillent en Suisse et qui habitent ici. Donc un développement assez important de l'urbanisation le long du coteau, enfin de la montagne carrément. Et donc la commande des élus, c'était quand même il y avait l'école qui existait, elle était trop petite, il y a une démographie importante, donc il fallait agrandir l'école, etc., qui était vétuste. Et donc ils n'ont pas simplement fait ça, ils ont dit, on n'a pas de centre dans notre village, il faut que l'équipement il fasse centre d'une certaine manière. En tout cas, une idée de centralité, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bourg, il n'y a pas de ferme, etc., préexistante. Et donc, ils ont, sur cette parcelle-là, qui est le long d'une route départementale, à une cote 500 par rapport à un NGF, c'était autour de l'école, sur ce grand îlot, qui fait 16 mètres de dénivelé de ici à ici. C'était de projeter un programme lié à l'école, mais aussi qui devait activer une centralité par l'installation d'équipements publics, donc bibliothèque, gymnase, parking souterrain, restaurant scolaire et le bâtiment qui n'a pas été construit ici encore, maison pour les anciens et crèche ici, qui sera ici. En plus d'une maternelle, une école élémentaire et un périscolaire. Donc en fait, il y a un espèce de gros fourre-tout comme ça de tout ce qu'ils avaient besoin au même endroit. Et donc ça, c'est le caractère génial en fait de leur programme, c'est qu'ils avaient vraiment l'idée que ce projet-là, il devait, et c'est très clairement écrit, proposer des alliances, d'une certaine manière, entre les programmes. Vous voyez, les enfants peuvent aller à la cantine avec les personnes âgées, les enfants vont au gymnase, mais les associations vont au gymnase le soir et le week-end. La bibliothèque, les enfants peuvent aller dedans, mais le public peut aller dedans à différentes heures de la journée. Donc il y avait vraiment des embryons et des demandes de mutualisation assez fortes dans ce programme, ce qui en faisait sa richesse. Et donc nous, on a fait un parti assez simple de ce plan en damier, le long de la pente, qui finalement propose les liens entre les bâtiments, enfin entre les programmes, pardon, pas au sein de bâtiments, mais à travers des vides, et surtout des vides qui articulent le lien entre les bâtiments et la vue sur le grand paysage, à la fois au sud et au nord. Et donc ces représentations, en fait, elles sont issues de ça, c'est-à-dire qu'elles sont issues de qu'est-ce qui se passe dans ma bibliothèque, comment elle est construite, quelles sont ses ambiances, charpente de bois, mur en maçonnerie, plancher en bois, grandes fenêtres, les épaisseurs et la question du rapport au sol et au paysage. En fait, vous regardez le bâtiment, il est quasiment construit comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est les planches du concours. C'est-à-dire que la question constructive, la question de l'usage, quand on est installé sur son épaisseur de fenêtre, et la question du rapport au sol et au paysage, en fait, à travers ce dessin, il y a une sorte de synthèse comme ça, de dessin synthétique, qui exprime toutes les échelles liées à l'installation de ce projet ici. Et j'aurais pu dire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que le gymnase, on a la ligne d'horizon qui passe à travers le gymnase et qui met en lien le patio, la maison des anciens, le restaurant. Et donc ces dispositifs horizontaux de lien entre le programme et le paysage, à travers ces vides, qui sont soit des espaces publics, soit des espaces de cours, soit des espaces de jardin, soit des espaces de jeux pour les enfants, articulent le projet aussi par le vide. Donc voilà, ces dessins ont été poursuivis pendant les études, c'est-à-dire que ça, c'est des sortes de postulats programmatiques et projectuels et architecturaux qui sont posés au niveau du concours. On a gagné le concours avec cette idée-là, d'échelle de fragmentation. Et après, ça a été développé, en fait, ça a été remouliné, redéveloppé avec différents outils. Ici, des 3D, parce que PNG, ils utilisent beaucoup la 3D pour qualifier les ambiances, les lumières, etc. Et donc, c'est des vues et des outils qui ont été prolongés pendant les études du même point de vue, d'une certaine manière.
Donc voilà, bon, j'aurais dû avancer parce qu'on a un peu les détails ici. Donc voilà, ça c'est le bâtiment restaurant bibliothèque qu'on retrouve ici avec les mêmes ingrédients. L'alliance de la maçonnerie et de la charpente, la lumière qui vient du faîtage, la vue panoramique sur le lac au nord, le gymnase de la même manière, l'espèce de grande halle toute ouverte sur le lac, l'enchâssement dans la pente, l'installation du parking souterrain en dessous, semi-enterré et éclairé, qu'on retrouve ici. Alors on ne voit pas le lac, il est là. Le système de charpente en fermette, voilà, tous les ingrédients, ils étaient dessinés, ou en tout cas pensés et projetés dans ces dessins initiaux. Ici, dans l'école, on a le cœur en béton, ici, et l'extension et la couronne des classes en charpente de bois, un petit peu comme le projet d'Olgiati à Paspels, où il y a le cœur en béton pas isolé, et puis les classes qui ont des grandes fenêtres avec l'acoustique feutrée des classes, et tout le travail sur la charpente. Voilà, donc la question du dessin, effectivement, elle suit le projet, mais elle suit le projet, mais elle est aussi à l'initiative du projet. C'est-à-dire que la représentation figée, au moment du concours, au moment de, on va dire quand on arrête le projet avec nos partenaires, après ça part dans le jury, et après c'est ça qui donne, quand on gagne le concours, qui donne la règle un peu pour développer la suite. J'ai oublié de vous le dire, j'ai mis les projets dans un ordre chronologique de conception, pas forcément de réalisation, parce qu'il y en a qui ont duré plus longtemps que d'autres, mais j'ai mis les bâtiments dans un ordre chronologique de conception, tels qu'ils ont été conçus les uns après les autres. Donc je vous dis, j'en ai 4. Donc ça, c'est une autre école qu'on a fait un petit peu à la suite, un petit peu différente dans pas mal de sujets, mais avec des ingrédients un petit peu existants, mais qu'on a essayé de pousser un peu plus loin. L'idée, c'était la commande, c'était assez classique. Petite commune en périphérie du Mans, extension pavillonnaire à gogo, donc plus d'enfants à accueillir à l'école, des bâtiments vétustes, donc nécessité d'agrandir l'école et d'installer, suite à la réforme des temps scolaires, un périscolaire dans l'école. Donc la commande, c'est le périscolaire pour l'école, donc un nouveau bâtiment dans un ensemble de bâtiments hétéroclites pour remplacer les préfabriqués qui existaient ici le long de la rue. C'est la rue principale du bâtiment. Donc on a le bâtiment années 60, le bâtiment années 70, le bâtiment années 80, etc., qui ont été reconquis comme ça sur un ensemble de fonds de parcelles, de jardins, d'acquisitions foncières un petit peu, qui viennent grignoter les fonds de jardin par les élus, au gré des opportunités. Et donc, la question a été posée comme ça. Alors là, je précise, je ne sais pas quelle connaissance vous avez des marchés publics, mais ça, c'est une procédure adaptée, dite adaptée, c'est-à-dire qu'on est sélectionné sans faire de projet. Je ne sais pas, vous connaissez ça, vous? Donc, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. Parce qu'au moins, il y a un échange qui se fait. Ça, c'est des procédures adaptées en 2 tours. Hein. Je précise, c'est des procédures adaptées où on candidate à un marché, où il y a un besoin et une demande, un budget, et là, c'est le CAUE local qui organise et qui accompagne la collectivité à la fois dans la définition de son programme, son besoin, et qui le transcrit dans un dossier. Et après, il consulte les 3-4 archis qui font une petite note méthodo, un oral, et qui remettent une offre financière. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir parler de projets, de programmes et de comment c'est ce qu'ils nous disent souvent, votre vision sur le programme, sans faire de dessin, sans faire d'image, sans faire de 3D, sans faire je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est finalement assez intéressant parce que on utilise pour le coup l'outil écrit qui permet de poser des bases assez intéressantes sur qu'est-ce que sera le projet, à quoi il va servir, et de pouvoir exprimer le projet que par l'écrit et l'oral. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça donne une marge de liberté. Et d'ailleurs, tous les projets que vous voyez, les petits projets un peu qu'on a présentés au début, c'est souvent issu de ces procédures adaptées où on va dire le projet
enfin en tout cas le travail, il est jugé pas sur la forme, l'esthétique, la couleur ou je sais pas quoi, ou la commission de sécurité qui a dit que le couloir était trop long ou je sais pas quoi. C'est jugé sur des intentions et sur une méthodologie de travail. Vous imaginez bien que si on avait fait un concours et on avait rendu cette image-là, on aurait perdu. Enfin, c'est sûr, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Donc en fait, l'émergence de ça, c'est quand même lié, je pense, en partie à des acteurs assez engagés, qui sont capables d'écouter, avec un accompagnement dans les territoires sur une sorte d'architecture, je dirais, de qualité, ou en tout cas différente. Et c'est aussi ça l'objet du livre, c'était de dire qu'il y a des gens aussi qui travaillent sur les territoires, c'est pas que l'architecte héros qui va faire son projet le meilleur, etc. Il y a aussi, pour faire émerger ça, il y a tout un... Il y a les ACE, il y a le CAUE, les maisons d'architecture, etc. Les AMO, souvent, qui participent à, effectivement, promouvoir des choses un peu différentes. Bon, je reviens au projet, parce que je vais être un peu long. Alors, je vais d'abord faire ça. Il y a un problème d'inversion de slide. Voilà, le contexte, la rue du Dauphin, la nationale ici qui traverse le bourg, qui va du Mans à Angers, et l'école dans son état initial, où voilà, des sortes de bâtiments un petit peu posés comme ça dans les fonds de jardin. Donc plutôt la maternelle ici, plutôt l'élémentaire ici, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un peu de maternelle là. Et le périscolaire et le préhaut ici dans des préfabriqués. Voilà, qu'on a un petit peu vétuste. Donc, et puis un petit préfabriqué ici avec la bibliothèque. Le projet qu'on a, enfin la position qu'on a tenue en fait à l'oral, assez simple, c'était de se dire, l'idée c'est pas de rajouter le bâtiment 2020 à l'école, c'était de faire un bâtiment qui, à la fois en termes de forme et en termes d'extension, en termes d'amendement de l'existant, permet de créer un seul établissement. Ça va de la forme, de l'implantation, ça va de la hauteur des toits, de l'usage des matériaux, jusqu'à la question, j'expliquais à Véronique tout à l'heure, jusqu'à la question purement normative de normes pompiers. Avant, il y avait une norme pompier là, une norme pompier là, une norme pompier là, une norme pompier là, blablabla. Et donc l'idée, c'était de se dire, le bâtiment, il va servir à redéfinir ce qu'est le groupe scolaire, l'établissement scolaire pour la commune, pour accueillir des enfants. Il y a 350 élèves quand même dedans, donc c'est quand même une assez grosse école. Et tout ce qu'on a dit, c'est que le bâtiment, il va, enfin, en tout cas, l'argent qui va être investi dans le nouveau bâtiment, il va aussi servir à améliorer, réparer, inventer de nouveaux programmes, créer un espace public devant. Donc ça, on l'a écrit, on l'a dit à l'oral, et après on l'a fait. Je reviens, pardon, à ce dessin-là. Ça, c'est les premiers dessins qu'on a faits. Vous voyez, c'est mon carnet que j'ai fait, qui dit plusieurs choses, qui dit effectivement l'idée d'unité, l'idée de continuité de matière, l'idée que le bâtiment il a une sorte de générosité par la qualification de ses grands toits à côté cour, l'idée d'unifier la cour, puisque c'est quand même une école qui est assez marrante, si on se pose la question des climats, en fait, on sort toujours dehors quand on va d'une salle à l'autre. Et donc ça, on trouvait ça intéressant que les gamins, ils sortent dehors, ils mettent leur veste, il fait froid, il fait chaud, il faut se protéger, le bâtiment, il protège, on permet de le longer, donc ça, c'était une idée assez intéressante qu'on a gardée, plutôt que de faire des couloirs, des galeries, des choses comme ça. Et puis, ce qu'on trouvait, quand on lisait le programme, ce qu'on trouvait, je me rappelle très bien à l'oral ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un programme hyper spécifié par le CAUE, c'est-à-dire qu'il fallait une bibliothèque, X classes, du rangement, je sais pas quoi, blablabla, toute une liste des courses. Et en fait, on voyait qu'il y avait en gros des salles servantes et il y avait des salles d'usage, qui faisaient à peu près toutes entre 60 et 70 mètres carrés, même les préhauts, même les salles en plus, même la bibliothèque, même la salle d'art plastique, etc. Et donc ça nous a conduit à faire ce plan qui, en gros, posait les germes d'un bâtiment qui est servi-servant, avec un stock de classes de pièces lumineuses, transparentes, grande hauteur, confortables, etc., qui font 70 mètres carrés et qui peuvent communiquer les unes avec les autres
dans cette résolution, alors ce n'est pas la dernière résolution de plan, qui peuvent communiquer par un système de parois, de portes coulissantes, dans l'épaisseur du bâtiment ou en longueur. Donc on a proposé ça, parce qu'en fait, le bâtiment de l'école, en fonction de la démographie, en fonction de je ne sais pas quoi, quelle injonction du ministère, etc., ils ont besoin de nouveaux locaux. On l'a vu avec le Covid, les enfants, ils ont mangé dans ces lieux-là, parce qu'il fallait être distancié, etc. Et donc on a, à partir de ces croquis initiaux, la question de la forme des bâtiments à deux pentes, qui sont les bâtiments, vous verrez, existants, la question de l'implantation la production d'un plan qu'on dirait résilient, en tout cas qui permet de se transformer ou de s'adapter, la disposition de grandes et de petites pièces, et puis ce grand toit continu autour de la cour, et puis ces cheminées qui apparaissent, un peu bizarres, j'en parlerai après, ces émergences qui rappellent le caractère, de mon point de vue, domestique d'une sorte de grosse maison avec sa grosse cheminée sur le toit. Enfin voilà, il y a un langage qui va au-delà de l'équipement public avec son toit terrasse, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir comme image du bâtiment public. L'idée, c'était pas de faire une grosse maison, mais de ramener des signes domestiques dans la construction. Donc, résolution de plan, etc. Donc on a voilà, ce bâtiment qui apparaît dans la rue, vous verrez, un peu anonyme, avec ses jardins avant, ses jardins arrière. Et un des enjeux qu'on trouvait intéressant, qui prolonge l'idée et l'ambiguïté de se dire que c'est un bâtiment public, mais qui a des cheminées, qui a des toits, qui ressemble à un hangar agricole, parce que son matériau c'est un hangar agricole, mais c'est quand même un équipement public parce qu'il est très vitré, il est transparent, il y a des dimensions importantes, il a un recul avec un parvis qui n'existait pas. Ce que je disais tout à l'heure sur la présence des bâtiments, c'est-à-dire qu'à chaque fois on fait une sorte d'effort pour... c'est pas un devoir presque, mais c'est absolument nécessaire que le bâtiment il accompagne une continuité d'espace public, qu'il offre un seuil, un espace de sociabilisation qui n'existait pas. C'est pas marqué dans le programme. Je veux un parvis pour que les parents se parlent le matin pendant qu'ils déposent leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, dans ces écoles périurbaines, dans ces équipements périurbains de type crèche, etc., les parents ils partent de leur pavillon, ils déposent les gamins en bagnole ici et ils rentrent, le gamin il va tout seul. Et en fait, l'idée c'était de se dire que ces dispositifs spatiaux essayent de proposer une expérience, ou en tout cas une expérience qui va à l'encontre du mode de vie, de voitures périurbaines, etc. Donc pour amener son enfant à l'école, il faut rentrer ici et après rentrer dans le bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aménagé ce banc, qui est le même que vous avez vu sur le camping, avec un arbre, avec les vélos, etc. Donc on retrouve cet outil maquette qui permet de parler de tout ça, qu'on a proposé aux élus. Et justement, c'est l'intérêt de ces procédures où le projet se développe en même temps qu'on discute avec les élus. Et les élus, les parents d'élèves, les profs, etc. Alors, on construit ces maquettes un petit peu... alors, il y en a qui se moquent de nous un peu des fois, qui ressemblent à des petites maquettes un petit peu de petits trains, vous voyez, qui sont un petit peu semi-réalistes, comme ça, un petit peu bizarres, qui ne sont pas très abstraites. L'idée, c'est quand même c'est des outils qui nous servent à faire des photos, à représenter le projet, mais qui servent surtout à poser sur la table et à discuter de le projet, comment ça fonctionne en termes d'échelle, en termes d'esthétique, en termes de proportion, en termes de voisinage, de retrait, de recul, et qui permet de comprendre tout un chacun les échelles des bâtiments, les pleins, les vides, etc., la nature des sols. Et ce qu'on voit bien sur cette maquette-là, c'est que le projet, en fait, il tire des lignes qui s'appuient sur les faîtages des bâtiments existants, qui sont des bâtiments, vous voyez, monopentes. Donc le sud est par là. Donc ces bâtiments monopentes étaient assez archétypaux. Voilà, c'est des bâtiments à fermettes, avec deux pignons qui font 7 mètres de large, etc. Et en fait, notre bâtiment, la coupe ici, vous verrez après, c'est effectivement l'adjonction de ces deux épaisseurs. Donc ce système de classes voilà, qui s'enchasse entre les blocs, etc., et permet une continuité, une séparation du périscolaire, de la bibliothèque, de la salle d'art plastique. La création ici de lieux qui n'existaient pas, de préaux. Ici, il y avait un ancien préau, donc le bâtiment il crée une sorte de dédoublement de ce préau-là.
Ici, les élus nous ont demandé de créer un préau en interface avec le jardin qu'ils ont acquis derrière pour faire le potager pédagogique. Donc ces dispositifs, en fait, on les a étendus pour les hybrider avec le bâtiment existant, aussi pour les réparer et les améliorer. Ce que je disais tout à l'heure, notamment ici, on est sur des façades sud, donc les profs, en fait, ils baissent les volets roulants quand il y a du soleil, le bâtiment est fermé. Et ici, c'est plein nord, donc c'est hyper sombre là, et donc on a percé des fenêtres ici. Donc on s'est posé la question des climats aussi à travers améliorer aussi ce qui est existant avec des moyens simples. Voilà ce que je disais, percer une fenêtre là, ajouter une casquette ici plein sud, et les disposer dans des prolongements des dispositifs en germe ici dans la construction existante. Enfin, la construction neuve, pardon. Donc on a cette série de coupes qui montrent les différents espaces, classe réhabilitée, classe neuve, classe réhabilitée, bâtiment neuf, dans les espaces vides, dans les blocs, et ici le petit préau avec le petit photovoltaïque derrière. Donc je reviens sur les coupes perspectives que vous avez vues, je ne vais pas revenir dessus. Ça, c'est le travail qu'on fait à l'agence avec mon collaborateur Quentin, qui a suivi ce projet-là de A à Z. C'est la question matérielle, la question des espaces, en fait, elle est autant on affectionne les plans, les coupes, etc. Mais en fait, quand on conçoit beaucoup avec ce type de représentation-là, de continuité constructive, de relation entre des éléments en bois de charpente et des éléments maçonnés, de travail ornemental de la structure ici, et j'y reviendrai après, sur l'affirmation des linteaux, la différenciation entre l'architecture mobilière ici et les parties maçonnées plus durables. Et donc sur ce projet-là, on a pu aussi, à travers ces dessins et à travers la question du programme, développer encore plus loin la question mobilière dont je parlais tout à l'heure. Ça, on avait dans le programme du CAUE 80 mètres carrés de rangement. Comme ça, une ligne à la fin, 80 mètres carrés de rangement. C'est-à-dire plus grand qu'une classe standard. Donc si on fait 80 mètres carrés fois 1800 € du mètre carré, ça fait un sacré budget pour faire des choses. Et on s'est dit, et ce qu'on a proposé aux élus, justement, dans le cadre de ces constructions, de ces projets qui se font en partie avec des interlocuteurs, pas forcément accompagnés, c'est nous qui sommes en direct avec eux. Il n'y a pas d'AMO, etc. On s'est dit, on leur a proposé, on leur a fait visiter l'autre bâtiment qui n'était pas très loin, et on leur a dit, avec ce budget-là, on pourrait faire une sorte de mobilier spécifique au lieu qu'ils équipent, donc, et qui est destiné aux enfants. Donc avec une approche justement sur les hauteurs, sur les rangements, sur ce qui est atteignable par les enfants, ce qui est fermé par les enseignants. Et donc on a réussi à développer un équipement du bâtiment avec un budget qu'on a réparti à travers le bâtiment et à faire une mission mobilier fixe à l'échelle du bâtiment. Donc en phase étude, on a fait cette maquette qui est au 25e, je crois, qu'on a pris en photo là et qui montre en fait tout ça, c'est-à-dire la question de la présence des structures, de l'équipement des fenêtres, la dimension des châssis, la présence de la charpente qu'on retrouve à chaque fois de manière disséminée dans le bâtiment, avec un dessin extrêmement précis, des assemblages, des calpinages, enfin je reviendrai un petit peu là-dessus sur ces questions-là après. Sur ces espaces intérieurs, avec le continuum d'espace et cet linoléum vert qui serpente entre les blocs et qu'on retrouve de manière extrêmement lisible à l'intérieur, de la même manière que le bâtiment qu'on a vu en parpaing, aussi pour utiliser ces blocs comme des éléments à multiples fonctions. Donc ça, c'est une image de la classe réparée, les classes qui sont au sud, et qu'on a juste ouvert, on a entaillé la charpente ici, enfin entre deux fermes, on a supprimé le faux plafond et on a refait un plafond acoustique avec les luminaires et la fenêtre qu'on a faite sur la façade nord en applique extérieure, de manière extrêmement minimale. Et ça, ces petits chantiers se sont déroulés en amont du chantier principal pendant les vacances scolaires.
Donc la maquette qu'on voyait tout à l'heure, on s'en est servi aussi pour montrer justement ce dispositif d'alternance de plein vide à l'intérieur, enfin en tout cas de servant-servi, et d'expliquer que ces blocs-là, ils sont soit utilisés par l'intérieur, soit par l'extérieur si c'est des toilettes. On peut les traverser, ça permet un contrôle d'accès entre les salles, etc. Enfin, donc la résolution du plan, en fait, elle s'est beaucoup focalisée, et les questions de sécurité incendie, les questions d'économie aussi sont beaucoup focalisées sur ces éléments-là. Donc on s'est dit dans ce projet, il faut absolument vraiment réussir à concentrer le plus d'intention presque, ou en tout cas le plus de résolution dans ces éléments maçonnés, en briques, etc. Pour deux raisons. C'est aller au-delà des éléments qu'on avait déjà développés, et c'est agrémenter, ou en tout cas donner une raison climatique à ces éléments-là par l'émergence des cheminées. À l'époque, je travaillais à Marne-la-Vallée avec un ingénieur qui s'appelle Jean Souviron, un architecte ingénieur qui a fait les ponts et chaussées, qui a travaillé chez Transolar. C'était mon collègue à l'école, et en fait, je l'ai branché là-dessus. Et en fait, il m'a aidé, ou en tout cas, on a travaillé ensemble pour travailler sur la résolution de ces cheminées climatiques qui permettent de faire des économies d'énergie. On est d'accord, ça c'est ce qu'on dit aux élus, parce que ça coûte cher quand même. Mais aussi d'amener des questions d'usage dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, on a ces grands percements qui sont des grandes fenêtres qui permettent d'éclairer les locaux. Le bâtiment, il fait 18 mètres d'épaisseur. Donc ces pièces centrales-là, elles sont éclairées par ces dispositifs ici, sur le pignon-là, et ici, elles sont éclairées. Ça permet de réchauffer ces cavités, puisque c'est une sorte de corps creux avec un système de gaines, etc., creuse. Ça permet de réchauffer ce corps creux et puis de permettre, avec la ventilation double flux qu'il y a en mi-saison et l'hiver, de capter de l'air chaud, enfin en tout cas de participer au chauffage du bâtiment. Et puis ça permet à la mi-saison, justement, de ventiler le bâtiment, parce qu'on a une petite faille, petite fente qui s'ouvre derrière, et qui permet de faire un tirage thermique avec l'échauffement de cette cavité-là, convection d'air, et on a une ventilation naturelle du bâtiment. Donc c'est assez complexe. Donc on a fait des études qu'on appelle CFD, donc c'est des études de mécanique des fluides d'une certaine manière, en fonction des saisons, on sait l'échauffement de ça, la vitesse de l'air, etc. C'est des modélisations informatiques, et qu'on a fait avec mon confrère, Jean Souviron, et qui nous ont permis de justifier le confort climatique et la capacité à ces ouvrages-là à ventiler le bâtiment et à en partie préchauffer l'air l'hiver. Et évidemment, ces ouvrages-là, il y avait un enjeu architectural de présence, de construction, de lumière, qui était assez intéressante parce qu'on rentre sous ce grand bâtiment qui dispose d'une orientation est-ouest, et puis ces lumières-là, c'est des lumières du sud sur les grands châssis. Donc en fait, c'est assez étrange parce qu'on rentre dans le bâtiment quand il y a du soleil, il n'y a pas de lumière dedans, et quand on rentre dans les blocs, il y a de la lumière du sud extrêmement, quand il fait beau évidemment, extrêmement définie. Donc souvent, la lumière du sud, elle vient plutôt des façades, et après, plus on rentre dans le bâtiment, plus il est sombre, et en fait, là, il y a une espèce d'effet inverse où il y a les lumières très tranchantes qui viennent au cœur du bâtiment et qui suivent, enfin, qui lèchent, un peu à la manière de l'Everance, là, qui rentrent dans le bâtiment le long de ces murs en briques et qui descendent justement mettre en valeur cette matière extrêmement précise montée par les compagnons. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici un peu pendant le chantier. On avait un chantier magnifique. Et en fait, on a ces lumières qui rentrent ici de l'est et ici au sud, qui rentrent dans les locaux à l'intérieur, en fonction évidemment des saisons et du temps qu'il fait, mais qui sont vraiment super intéressantes pour la qualité de ces lieux, qui sont évidemment des toilettes, des halls, des sas pour mettre les habits des enfants. Et donc dans tous ces petits lieux qui ne sont pas les pièces principales d'éveil, de classe, etc., il y a des effets de lumière extrêmement intéressants. Et puis, effectivement, le chantier était assez beau, quoi. Ces blocs-là, qui sont une espèce de grosses maisons en briques, avec
les ferraillages parasismiques. Alors on est en zone sismique 2 dans la Sarthe, alors vous trouvez ça un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc on a dû travailler avec, pour le coup, notre ingénieur ici, pour rendre ce dispositif parasismique esthétique. Donc on a travaillé, alors parce que les briques de chaînage d'angle, on ne pouvait pas les avoir, enfin le chaînage était trop gros pour aller dedans, donc on ne pouvait pas cacher les chaînages. Donc on s'est dit, de cette contrainte-là, on va essayer de proposer une sorte de motif, d'esthétique un petit peu à l'intérieur de ces cavités. Donc comme il y avait des parties isolées par l'extérieur et des parties visibles, on a fait tout un travail de dessin sur qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible, puisque le chaînage en fait était en partie recouvert ou en partie découvert. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans les photos de chantier là. Il y a des murs qui sont visibles ici, donc qui étaient parfaitement appareillés par les compagnons, et des murs qui étaient ici de l'autre côté, qui étaient isolés par l'extérieur, qui étaient moins finis d'une certaine manière. Donc on a fait tout un travail de repérage, de dessin, etc., pour intercaler les chaînages, quelles parties sont visibles, etc., en chantier. Et l'idée, c'était à chaque fois de dessiner des seuils, des portées. On n'a pas fait de faux linteaux en briques ou de plaquettes sur les linteaux, etc. L'idée, c'était d'affirmer à chaque fois ce qui était de l'ordre de l'effort, de la portée. Les linteaux, ils prennent des épaisseurs différentes en fonction de ce qu'ils portent, etc. On n'a pas du tout rationalisé la hauteur de linteau sur les briques. Donc on a fait ce travail, ça c'est les dessins de Quentin sur le chantier. Donc voilà, on a fait tout un... Bon, après on est parti effectivement quand on saute dans un projet en briques comme ça, c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on a fait les grilles de ventilation en briques, on a calpiné les prises électriques, les fixations dans les joints, enfin voilà, le truc après il est sans fin. Mais c'est aussi ça le dessin en fait qu'on fait tout au long du projet pour aboutir à ces dessins-là d'espace intérieur, et ce qui donne l'acceptabilité de défauts. Quand on voit les parpaings, quand on voit la brique qui a des efflorescences, etc., c'est l'acceptabilité. Oui, il avait mal compris. L'acceptabilité par le client, par l'utilisateur. Waouh, pourquoi vous mettez de la brique dedans, c'est compliqué, on ne peut pas faire de trous. Vous voyez le truc quoi, dans l'école. Et donc en fait, il y a des défauts, même si c'est super bien posé, il y a des défauts, il y a des coulures, il y a des joints qui bavent. S'il y a un truc où on voit le travail qui est fait à la main, on voit ça s'est construit sur plusieurs mois, ces bâtiments en briques, donc il y a eu une mauvaise météo, puis une bonne météo, donc il y a des blocs qui sont un petit peu plus abîmés que d'autres, où il y a des efflorescences, il y en a qui sont beaucoup plus nettes. Et même les maçons, ils étaient moins rodés au début qu'à la fin, donc le dernier bloc, il est magnifique, et le premier, il est un petit peu déglingue. Donc en fait, on suit un petit peu ça dans le bâtiment. Et puis voilà, ça c'est le voisinage, quoi. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est la question de ces matériaux pauvres. Vous voyez, le bâtiment, il a une espèce d'esthétique comme ça, avec la tôle ondulée. Ça n'a pas été un combat que les élus, on leur a dit, enfin, ça nous séduisait en fait de faire le bâtiment aussi en tôle parce que c'est un matériau qu'on aime bien, parce qu'on trouve assez puissant. C'est la tôle en fibrociment, c'est du béton en fait d'une certaine manière. Donc le bâtiment il est minéral, donc il ne prend pas du tout des teintes de bâtiments métalliques comme on en a fait d'autres. En fait, quand il pleut, il est gris foncé. Quand il y a du soleil, il est très blanc. Enfin voilà, il prend des teintes comme ça un petit peu différentes. Et puis, c'est un matériau qu'on trouvait intéressant, qui a plein de qualités. Il a de l'inertie aussi. Il n'est pas fragile, il n'est pas cher. Et puis quand on a commencé à s'intéresser à ça, bon, c'est aussi la maison La Tapie, etc. Enfin, je ne vous cache pas que c'est aussi ça qui nous intéresse et que ça fait écho à ces architectes-là, à la mise en œuvre de ce type de matériaux. Et puis en fait, il y en avait sur les bâtiments d'à côté, il y en avait sur les bâtiments existants. Et dans notre idée de continuité, d'unité et pas de disparition, je ne veux pas dire ça parce que le bâtiment il est quand même très présent, en fait, ça nous a donné des alibis pour dire c'est le seul matériau qu'on peut mettre là, parce qu'en en fait, il est déjà ultra présent et ça va être vachement bien de l'intégrer dans ce paysage-là. Donc les élus nous ont suivis. Ils râlent un peu quand même. C'était un peu surpris. Je reviens à l'acceptabilité.
Mais d'un autre côté, tout le travail que j'expliquais tout à l'heure sur ces assemblages, ces détails, toujours se reposer la question de l'eau, la rive, la sous-face, les angles, la question de qu'est-ce qui se passe dans les angles de rencontre entre l'existant et le neuf. En fait, ça a donné lieu à un travail justement extrêmement dessiné sur les assemblages parce qu'il n'y a pas de faux plafond, il n'y a pas de sous-face parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Donc tout devient prétexte à raffiner les détails, utiliser la bonne section, reculer l'égout pour descendre l'eau ici, pour qu'il y ait toujours un petit peu d'eau qui descende, pour que quand il pleut, il y ait une petite ligne par terre, qui fasse un petit seuil sous le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous intéressent et qu'on a aussi travaillé en maquette avant. Donc ça, c'est la même maquette que j'ai montrée tout à l'heure, qui est son extérieur, où on travaille, ça c'était au pro, où on travaille sur la définition de tous ces assemblages, l'idée des recouvrements, l'idée de comment les matériaux ils s'arrêtent. Évidemment, quand on regarde un petit détail comme ça, on se dit, bah oui, il y a un petit peu de la tapis là-dedans, il y a un petit peu de Herzog et de Meuron, de Ricola, enfin voilà, il y a des trucs aussi comme ça qui nous intéressent de ces architectures-là, d'assemblage, de bois, de contreplaqué, de ces architectures qui nous ont beaucoup inspirés. Voilà, donc ce que ça donne, c'est que on a des éléments assez intéressants entre matériaux ultra ordinaires et détails extrêmement ciselés sur les angles, la baie, l'intégration des gaines, les grands châssis en bois surdimensionnés qui finalement sont plus importants que les parties pleines sur la façade, et la lisibilité des blocs à l'intérieur. Voilà ce que ça donne sur cette façade-là. Donc ce que je disais, effectivement, on a les façades sud, façade ouest, et puis derrière, là et là, c'est façade est. Et ça, c'est nord. Et c'est là qu'on a les petits trucs de ventilation, un peu à la H-Architecte, là, qui sont pilotés par une petite centrale bioclimatique, avec 2-3 capteurs dans le bâtiment, qui permet de faire entrer l'air par ces fenêtres-là, et qui circulent dans le bâtiment pour ressortir en partie haute en mi-saison. On a encore un peu de temps. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Chronologiquement, on s'est retrouvé à faire d'autres types de commandes, d'autres types de projets, en lien aussi avec ce qu'on travaille à l'école, sur les questions de la transformation. Et donc, un peu par hasard, on a été retenu sur un concours de la région Île-de-France pour faire un restaurant scolaire dans un lycée, dans le 94, un lycée un peu d'élite à Saint-Maur-des-Fossés, donc assez proche de Paris, avec beaucoup de prépa, etc. Donc c'est un enseignement assez pointu. Et donc on a un bâtiment ici des années 30, construit en béton, par un BIC, etc. Donc vraiment un beau patrimoine, vraiment un beau lycée, un beau bâtiment. Alors il a été un peu phagocyté depuis cette photo-là, avec les fenêtres pas terribles, les faux plafonds, la galerie qui a été supprimée. Et ici, en fait, on est sur le coteau de la Marne et on donne... La photo, elle est prise depuis le RER et en fait, on descend et on voit un peu l'est parisien qui descend le long de la Marne, la vallée de la Marne. Donc c'est assez bel endroit, c'est très beau lycée. Et donc, on a été retenu là-dessus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un îlot urbain comme ça, avec son gymnase derrière, le RER et la descente vers la Marne ici. Très bel endroit. Et on a été retenu pour faire la rénovation, extension du restaurant scolaire du lycée, 2500 élèves, donc c'est un bel équipement. Tout ça parce que Pécresse, elle avait lancé un plan amélioration des restaurations à l'échelle de la région Île-de-France, justement pour reconquérir des agents en interne, des chefs en interne, et améliorer, on va dire, l'alimentation des lycéens, plutôt qu'ils aillent au kebab ou au McDo, proposer une politique de restauration dans les lycées. Donc ils ont rénové un certain nombre de restaurants scolaires, aussi en termes donc, de qualité d'espace,
de recrutement de chefs et voilà, de personnel, d'agents de la région, plutôt que voilà, de filer ça à des boîtes de restauration collective, et puis voilà, de donner envie aux lycéens de rester ici, quoi. Alors, en plus, ici, on avait des internes, etc., donc il y avait quand même 3 services, donc un bel équipement. Et donc, on est dans une figure assez intéressante, on est dans une cour fermée, ouverte ici sur la Marne, et on est sur un terrain en pente, donc la cour, c'est un remblai horizontal, avec un plan assez intéressant, avec couloir en façade et classe côté intérieur de la cour. Et donc ce dispositif très beau s'installe comme ça autour du U du restaurant, et avec des équipements ici sportifs et bibliothèques dans les avant-corps de bâtiments. Et donc aujourd'hui, ce lycée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois des vestiges des années 30 avec des pavés de verre, des modés nature, des sols, des grilles en fer forgé, voilà, très belles en façade, des boiseries dans les salles des profs, des fresques, enfin, ouais, il y a des trucs assez magiques. Et après, il y a la dalle de plafond à la con, les menuiseries en PVC, enfin voilà, le bâtiment il a été un peu phagocyté comme ça, mais avec des beaux escaliers et des beaux moments dans le bâtiment. Et puis le programme, il était bizarrement foutu, c'est-à-dire qu'il voulait un bâtiment dans la cour. C'était clairement écrit, bâtiment dans la cour, extension du bâtiment dans la cour, sur 2 niveaux. Donc, ce qui était déjà le cas ici, ça c'est l'ancien restaurant ici qui était en verrue, un peu au pied du bâtiment. Donc le programme, il disait qu'il faut l'agrandir, il faut étendre, il faut bouffer la cour avec le bâtiment qui faisait quand même 1000 m². Donc c'était pour 800 ou 900 rationnaires avec 2 services, donc c'était quand même une grosse machine. Et en fait, on a fait la visite avec mon collaborateur, et le jour de la visite, on s'est dit, il ne faut surtout pas le mettre dans la cour, le bâtiment, il faut l'enterrer. C'est-à-dire qu'il faut le mettre au niveau, avec la pente du terrain, vous allez voir la coupe après, au niveau de la cantine, et qu'on ait un restaurant et une cantine de plein pied, et qui permet de libérer la cour, et qui permet de libérer une aile en fait, du bâtiment. Et donc on s'est plongé dans toutes les histoires de bâtiments enterrés dans des cours, donc il y en a un paquet, il y a Zerfus, UNESCO, le Louvre, etc. Donc en fait, on a passé notre temps des 3 mois de concours à justifier qu'il fallait faire ça. On n'a pas cherché l'idée, on a dit c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, après, parce que les concours de la région de France, c'est un peu épais, les notices techniques, etc. Donc, et puis il faut le faire marcher, le bâtiment, c'est une usine, quoi. C'est une usine, quoi. La cuisine, c'est une usine, donc on s'est dit il faut enterrer le bâtiment, voilà. Ça, c'est le niveau du terrain naturel, ça, c'est le niveau du remblai. Et donc, on a des livraisons, la cuisine et l'accès ici, et puis le restaurant, qui est une galette enterrée dans la cour, avec des patios, et qui forme un sol artificiel sur lequel on circule entre les patios, et qui amène des aménités dans la cour. Donc ça, c'était notre idée. Et puis ça permet de retrouver la façade ici, de retrouver les classes qui n'étaient pas prévues là, et puis de faire une entrée par le dessous, on descend, et la cantine et la restauration, et la cuisine, pardon, elle est de plein pied. Donc on a beaucoup travaillé en dessin. Donc c'est pas forcément très lisible, c'est les carnets. La résolution du plan, le plan de la cuisine, la marche avant dans le bâtiment existant, repris en sous-œuvre. Donc c'était un gros boulot avec les cuisinistes, avec les bureaux d'études sur la sécurité incendie. Quand on fait un bâtiment enterré avec 800 personnes, c'est pas si évident que ça. Donc on a travaillé vraiment pendant 3 mois d'arrache-pied pour mettre au point ce truc-là. Alors je suis désolé pour les plans, c'est pas très lisible. Donc voilà, on a un sol percé de 3 patios avec une espèce de grand théâtre de verdure ici qui pouvait servir aux classes théâtre et classes musique du lycée. Des classes retrouvées, l'entrée du restaurant par ici, on descend, et des classes retrouvées là qui n'étaient pas prévues au programme. Et puis la livraison ici par un système de fosse par en dessous, ici. Donc ça c'est la cuisine, en partie sous le bâtiment, et donc on voit l'ossature béton. Et puis la grande pièce, ou les pièces, pour manger. Et puis en même temps qu'on travaillait sur ce projet-là, on s'est dit, ben voilà, il ne faut pas que ça ressemble à un parking souterrain, notre truc. C'est vrai, c'est un parking souterrain avec une structure en béton, poteau-poutre.
Et on s'est dit, la commande, c'est quand même de faire un resto désirable pour que les gamins ils puissent venir dedans, que ce soit confortable. C'est un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés, donc il ne faut pas que ce soit une espèce de de grand restaurant comme ça, type restaurant administratif avec son petit plateau. Donc en fait, on a travaillé à la fois à trouver une expression de la structure qui régit des sortes de salons de pièces, même si c'est une structure pot-au-poutre, et puis de lui donner des caractéristiques domestiques qui puissent accompagner voilà, les lieux spécifiés entre les patios. Et donc on a regardé évidemment Perret, puisque ça nous intéressait beaucoup, vu l'objet sur lequel on travaillait, et puis les lieux que vous avez vus qui sont dans le lycée, entre voilà, des éléments permanents et des éléments passagers. Enfin, on s'est réapproprié ces questions-là pour aussi offrir un caractère décoratif et ornemental à des éléments, pour le coup, de seconde œuvre qui étaient nécessaires pour le fonctionnement du lycée. Et là, souvent, on a plutôt tendance à se libérer du second œuvre, et là, l'idée, c'est de se dire que le second œuvre, c'est ça qui va rendre le caractère domestique et désirable du lycée, qui va qualifier les espaces. Donc on a commencé à faire des plans entre patios. C'est pas du tout une grille rationnelle. Voilà, c'est pas un parking souterrain, justement. On a commencé à trouver des portées plus grandes, des patios, des sortes de salons. On imaginait ça comme une espèce de grande brasserie avec des banquettes, etc. Donc on est parti dans cette histoire-là de différents lieux, de motifs qui sont repris du lycée, des motifs floraux, des pavés de verre, etc., qu'on avait identifiés dans le lycée, pour travailler voilà, sur ces espaces qu'on faisait faire écho au lycée. Voilà. Alors on a gagné le concours, et ça s'est arrêté. On était dégoûtés. Pour un motif d'intérêt général, ils n'ont pas poursuivi. Je pense qu'ils ont eu peur du coût de la reprise sous œuvre, etc. Enfin bref. Non, on a gagné le concours. Et donc voilà un peu l'histoire de ce projet-là. Je finis avec ce projet-là, qui est un des derniers en date qu'on a livré. Enfin, c'est le dernier en date qu'on a livré. On aura l'occasion de visiter Mathieu quand vous viendrez, en plus, et Véronique. Qui est un tout petit projet qui suit cette histoire de salle polyvalente dans la Sarthe, et que c'est un projet qu'on aime beaucoup pour pas mal de raisons. Déjà parce que c'est un des projets les moins chers qu'on ait fait, donc c'est une espèce de défi de moins cher, sans que ce soit... Enfin, ça nous a posé vraiment des questions d'aller vraiment encore plus loin dans le rapport entre surface et construction. C'est un projet qui est intéressant aussi parce qu'il a vraiment une vocation à transformer un espace totalement résiduel par l'inscription de cette galerie. Et puis c'est un projet qui parle de réemploi d'une manière qui nous intéresse beaucoup, qui n'est pas le réemploi de second œuvre où on défait du carrelage, on met du carrelage, on prend un radiateur, on met un radiateur, qui se pose la question de la valeur de l'existant au sens capacité porteuse de la structure. Je reviendrai là-dessus après. Donc on est pas très loin de l'école de Guescellard. On est ici, dans l'ancien jardin du presbytère. Donc l'église, elle est classée, le village ancien qui s'est transformé avec des pavillons. Voilà, vous connaissez l'histoire. Et avec toute cette conquête d'espace ici au cœur du bourg, pour installer des trucs un peu foireux, des terrains de sport, enfin, vous voyez, le Mill Club, des parkings pour les bus, enfin, vous voyez, le truc, il est détruit, quoi. Il reste quelques arbres, on est face à l'église, la mairie est là, et puis notre bâtiment, il est... ça, c'est des jardins privés derrière, et notre bâtiment, c'était une espèce de bâtiment en angle ici, devant un truc en enrobé, en grave, un peu informel. Et puis tout autour, le village, c'est un village rural, dans la campagne, dans un bocage sartois, au sud du Mans, très beau, avec voilà, des haies, des noues, des champs, des bois, etc.
et des traces quand même dans le village, bien qu'il y ait des pavillons et que tout le centre a été un petit peu ravagé, des traces de construction agricole, mais vraiment au cœur du bourg. C'est-à-dire qu'il y a voilà, des hangars, des appentis, enfin tout ce qu'on aime beaucoup là, ces constructions assez simples, mais qui étaient posées vraiment dans le village entre les maisons, et qu'on trouvait, qui n'étaient pas en dehors, et qu'on trouvait assez intéressant. Donc ça, c'est deux vues du site. Donc notre bâtiment ici, avec cette marée devant voilà, les poubelles, les places handicapées, les trucs vélos, enfin tous les trucs foireux, les chiottes publiques, etc. Là, une salle de billard associative, un rangement pour le bazar de la commune, et la salle polyvalente, qui était un bâtiment pas du tout ouvert sur l'extérieur. Et ça, à droite, c'est les jardins qui sont derrière. C'est les jardins des privés derrière, qui sont des reliquats de jardins potagers et de petits vergers. Donc on a une vue, alors donc là le bâtiment est construit, donc on voit bien ces dégâts qui ont été causés là-dessus. Et on s'est dit, et nous le sujet, qui était assez, donc pareil, piloté par le CAUE, alors je ne saurais jamais si j'ai gagné l'appel d'offres parce que j'ai eu des bonnes idées ou parce que j'étais le seul à avoir répondu. Non mais c'est vrai. Et donc on a discuté, ça l'a fait quoi. Voilà, ça l'a fait. Et donc la bonne idée quand même du CAUE, parce qu'il milite un petit peu, c'est des petites victoires hein, quand on est CAUE, c'est de se dire on va quand même travailler sur le bâtiment existant, même s'il est tout pourri, etc., plutôt que d'aller flinguer une énième parcelle, etc., amener des réseaux, faire un parking, enfin voilà, l'histoire qu'on connaît. Et donc il y avait quand même une opportunité de travailler au cœur du bourg là-dessus et de transformer un bâtiment existant qui était avec très peu de qualité. Donc on a commencé à, voilà, c'est ça un peu le paysage, voilà, des arrières avant, etc. Et donc ça c'est une nappe. Vous voyez, on travaille comme ça, hein, des fois c'est assez immédiat, on a une idée, on y va, on teste le truc et puis on se dit que bah voilà, il y a une histoire à raconter sur un bâtiment comme ça. On s'est dit deux choses, on se dit ce bâtiment il a quand même un potentiel, c'est d'être au cœur du bourg, c'est d'avoir, vous verrez le plan, des grands et des petits espaces, un peu notre petite marotte de plan. Et puis c'est qu'en fait il est sur un espace non défini, en continuité avec la mairie et l'église, et qu'en fait ce serait intéressant de le réadresser à cet espace-là et proposer un espace extérieur. C'est-à-dire que le bâtiment c'est une salle polyvalente, il a 0 espace extérieur, ce qui est quand même plutôt sympa d'avoir un espace extérieur pour faire, je sais pas quoi, un cocktail, les enfants qui jouent, enfin voilà, des trucs banals quoi, enfin aucun. Et donc on a proposé un dispositif additif, une sorte d'addition de construction sur l'existant, un peu à la manière de ces bâtiments justement agricoles. Vous savez, on a un nouveau tracteur, boum, on construit une nouvelle extension du hangar, on a une nouvelle activité, on rajoute un bout à chaque fois. Et on trouvait ça intéressant de utiliser cette figure additive d'agrandissement, soit en longueur, soit en cours, etc., des bâtiments agricoles, et de le réemployer au cœur du bourg. C'est-à-dire que la valeur de la présence de ces architectures rurales, vernaculaires, agricoles au sein du bourg, on trouvait ça intéressant, et donc on l'a reconvoqué dans ce bâtiment-là. Donc vous voyez, assez simple le projet, donc il a eu plusieurs états de plan, et on a toujours fait un dessin qui représente de grands plans de sol comme ça, qui montre en fait que le bâtiment, il crée une sorte de grande façade en continuité avec la mairie, le parvis de l'église, etc. Et d'ailleurs l'ABF, il y avait l'ABF là qui nous a aidés, il a dit il faudra planter des arbres, il faudra continuer à inhaler, enfin voilà, il s'est saisi de cette question-là, de cette grande façade, qui est faite de rien, hein. C'est le bâtiment existant avec la cuisine, ici ça n'existe plus, et ça c'est les toilettes publiques qui ont été déplacées de là à là, et qui nous ont servi de borne, en fait, pour borner le terrain, et de tendre des toits entre les deux. Donc voilà, ça c'est le travail qu'on mène, je vous donne les documents tels qu'on le fait. On travaille, on redessine, enfin voilà, c'est du travail à la main, on dessine beaucoup à la main.
On dessine voilà, des sols, on dessine le fonctionnement, on dessine des choses périphériques aussi qui renseignent ou qui augmentent en tout cas ces dessins-là. Et puis on utilise, comme à l'école, la représentation du dessin transformé, c'est-à-dire rouge, noir, jaune. Vous connaissez cette représentation ? Bon, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le noir c'est ce qui reste, le rouge c'est ce qu'on touche, transforme, ajoute, et le jaune c'est ce qu'on démolit. Donc, vous voyez, il y a très peu de démolition. Et donc ça c'est assez intéressant de travailler avec ça. Ben, nous on a l'habitude, mais pour les étudiants c'est intéressant parce que ça permet de se positionner sur l'existant. Et ça permet de se poser les questions constructives. Donc voilà le plan final. Grande pièce, petite pièce localisée, et puis espace, toit non programmé par le programme qui permet d'articuler un intérieur, un extérieur, une limite avec l'espace public, les petites toilettes publiques ici pour les randonneurs, et puis cette cour qui reste à aménager. Alors c'est pas très lisible, hein, je suis désolé. Et puis tout le travail de sol, de construction, de technique. Alors là, qui s'est fait pendant le premier confinement, on a fait le pro à distance, alors on n'avait pas l'habitude de faire ça. Et justement, le dessin à la main, ça nous a beaucoup aidé à s'envoyer les petits croquis. Moi, je dessinais sur mon carnet, je faisais des photos, j'envoyais un SMS, comme on travaille tous aujourd'hui maintenant, en fait. Et donc, on travaille beaucoup comme ça quand on monte les projets, on travaille beaucoup à la main sur la question du détail, que j'expliquais sur le projet, la rive de toile, l'égout, le rapport à la fenêtre, la plinthe, etc. Et puis c'est un projet c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi, c'est un projet qui a explosé à l'appel d'offres, tel qu'on l'avait dessiné. Et donc a fallu quasiment tout remouliner à l'appel d'offres pour que ça rentre dans les prix. Et donc ça c'était une crainte, c'était de se dire ça y est, le projet il est mort. Soit la galerie elle va sauter, ils vont nous dire on enlève un bout, soit ça va s'arrêter. Et donc on a fait un effort assez important sur tout ce travail d'appurement du second œuvre pour aller vraiment sur des dispositifs ultra simples de charpente, de travailler sur les réseaux existants, mais de les dessiner, mais tout est apparent. Donc ça c'est vraiment le projet, justement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ce passage un peu au tamis du déshabillage, mais intelligent du projet, a permis de le rendre en fait beaucoup plus intéressant que ce qu'il était au début, avec beaucoup de trop de choses peut-être, et d'intention dans la question matérielle et des intérieurs. Donc on a vraiment dépouillé l'esthétique. Et puis je reviens à cette question de cette coupe que vous voyez rouge et noir. Et ce que vous voyez noir, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire que la question du réemploi, on trouvait ça intéressant, notamment sur les questions d'économie, de se dire qu'on a une infrastructure moderne, d'une certaine manière, en béton armé des années 80, et que trop souvent, le bureau d'études nous dit « Ah non, il faut faire une nouvelle structure ». Parce qu'on se met à distance, parce qu'on ne sait pas justifier la capacité porteuse de l'existant, etc. Donc on a fait un travail en se disant on ne recharge pas le bâtiment, on fait une nouvelle charpente. Et l'idée de réemploi, c'est effectivement la valeur, c'est la question, la valeur, la capacité porteuse de cette infrastructure sur ce sol. Donc on a enquêté, donc on a fait un sondage. On a fait un sondage de sol, on a reconstitué avec les documents qu'on a retrouvés et les dimensions qu'on a retrouvées avec notre bureau d'études la capacité porteuse des massifs de fondation, du dallage, etc. Et donc on a réussi avec notre bureau d'études à justifier ça et à justifier le fait de renvoi de charge à l'endroit où il y avait déjà des fondations. Et donc ça, on trouve ça intéressant parce que là, pour le coup, du CO2, on en a économisé un paquet, à pas recharger ce truc-là. Et cette approche, on l'a eu un peu sur toute l'infrastructure du bâtiment, mais la superstructure. C'est-à-dire qu'on a fait un travail assez sélectif, donc existant, démolition, complément de maçonnerie et complément d'arrase, de poutres à certains endroits ou de linteaux, installation d'une nouvelle charpente sur la trame existante, mais qui franchit intégralement le bâtiment. Et puis installation d'une extension ici sur Technopieux dans le prolongement de ce volume existant identifié.
Donc voilà, donc ça c'est les travaux qu'on a fait avec notre ingénieur, justification des charges. Voilà, c'est nos documents de bureau d'études très simples qu'on a soumis à l'entreprise. Donc ça donne des moments de chantier assez intéressants de démontage partiel, de reconstitution de linteaux, de bricolage un petit peu, d'adaptation à l'existant sur ces charpentes, d'installation d'un grand portique ici au milieu après la suppression de ce mur-là. Donc je vous ai fait une petite balade un petit peu avant-après, ce qui est assez didactique, je pense, pour montrer qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que ça offre la nouvelle construction. Oui, on a la grande façade ici qui est tirée, qui fait 50 mètres. La nouvelle construction et l'assemblage ici des volumes les uns par rapport aux autres, comme s'ils avaient été ajoutés. Vous voyez, ça c'est le volume, l'avant-corps ici, pardon, et puis le volume ajouté. Donc on a travaillé sur cet assemblage un petit peu collé et non retourné des constructions. Donc ça c'est l'ancienne entrée qui devient le foyer avec le bar. Donc avec ces détails de baies qui utilisent justement l'isolation par l'extérieur pour faire un grand châssis, une grande vitrine au nu extérieur et qui fait une assise à l'intérieur. Et ça c'est la cour de la mairie derrière avec les poubelles. Donc on a ouvert le bâtiment dans ces grandes transparences est, ouest, nord, sud. Donc ça c'était la salle existante. Donc on a décentré le faîtage et on a, vous voyez, on a ces murs bas ici, on avait une charpente au-dessus. Donc on a récupéré ce registre bas et reposé, surélevé en partie les murs quand c'était nécessaire. Donc ça c'était le bar qui donnait sur l'espace public et maintenant c'est le foyer avec la salle et la cour à droite. Les grandes transparences avec le système de grands coulissants fait avec vraiment rien en polycarbonate, où on a essayé de trouver de manière assez simple des transparences, des porosités avec les climats extérieurs, avec le paysage extérieur, pour ouvrir ce bâtiment. Et puis cette limite là, ce seuil avec l'espace public de la place. Vous voyez, ça c'est des photos récentes là, donc on n'a pas fini encore les espaces extérieurs. Mais voilà, ça amorce la continuité ou la continuation des espaces par la collectivité. Donc on travaille avec eux, là, avec les services publics, enfin, les services techniques des espaces verts pour faire ça avec tout un stock de matériaux qui sont de récup, des granites, des dalles, etc. On va essayer de faire ça là un petit peu en régie. Voilà, merci.